pas facile de s'inscrire en fait au niveau du droit. Il va falloir que j'essaye de vous amener avec moi à vous poser des questions. Vous êtes une génération qui s'en pose plein, mais qui reste aussi ancrée sur des rails qu'on leur transmet. Et l'idée, c'est d'essayer de prendre un peu de hauteur et de se dire pourquoi je veux faire ce métier-là, pourquoi je suis dans une école de commerce, pourquoi j'ai décidé d'appartenir quelque part aux générations, normalement futurs cadres effectivement de la société. Alors, je veux rebondir un peu sur une blague que tu as faite, Thierry, enfin une allusion. Cette prise de distance, elle vient aussi avec une blague que m'a faite un ami il y a 2 jours seulement, qui est passablement féministe, et qui me disait « Le monde changera le jour où les femmes préféreront les paysans aux banquiers ». J'ai adoré. Si ça peut vous inviter à réfléchir. Donc ici, on va aborder l'effervescence médiatique autour de l'IA. Qu'est-ce que l'IA ? Une éthique de l'IA, les droits fondamentaux, tels qu'on peut les observer en droit justement, qui répondent en tout cas de manière assez large à la question de l'éthique en droit. Les droits universellement reconnus, la question de la proactivité des acteurs économiques. Et ensuite, quelques vastes domaines d'application, puisque l'intelligence artificielle est un outil, et je rejoins encore ici Thierry, puisque quelque part, elle nous invite à nous poser des questions sur la société. En réalité, l'intelligence artificielle, c'est avant tout un outil, un super outil peut-être, mais qui s'instille dans toutes les couches de la société, à tous les niveaux, et qui nous invite à nous poser des questions, au moins pour une fois, si on pouvait faire un pas de côté, par l'intermédiaire de l'IA, pourquoi pas. Alors j'ai des vidéos dedans, je croise les doigts pour que mes chers amis techniciens arrivent à les faire fonctionner. On va commencer par celle-ci, puisque de base, je vais essayer de vous inviter déjà à essayer de recentrer la notion d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Comment on l'aperçoit ? Et l'effervescence médiatique, c'est quoi pour moi ? C'est le fait de dire, dans les médias aujourd'hui, à tous les niveaux, et dans la SF, on a énormément de notions autour de l'IA, c'est magique. L'IA égale robot, on lutte beaucoup contre ça. L'IA, c'est pas un robot. L'IA peut être intégrée dans un robot peut très bien fonctionner sans une IA. Et effectivement, le penseur de Rodin n'est pas incarné dans la notion d'intelligence artificielle n'est pas incarnée dans un penseur de Rodin robotisé. C'est pas possible de véhiculer ce genre d'image. C'est un TGV de fausses bonnes idées, quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de, pareil, vous faire prendre de la distance et de vous dire, aujourd'hui, l'IA, on la voit partout, on en entend tout le temps parler, mais ce n'est pas ce que les médias nous renvoient en masse. Et est-ce qu'on arrive à la faire marcher, cette vidéo ? Oh non ! Ça, c'est vraiment la loose. Alors, je ne sais pas si vous avez Twitter. Oui, non ? Essayez d'aller voir ce machin-là. Essayez de noter « Human Evolution Art » by Fabio Camparelli. Fabio Camparelli, c'est l'artiste en fait qui a fait cette vidéo. Il a rentré tout un tas de données pour inviter l'intelligence artificielle à construire une œuvre progressive de l'évolution humaine. Il y a eu plusieurs simulations comme ça retraçant l'évolution humaine. Et lui en a fait une assez frappante où on voit l'évolution de l'homme, donc des formes préhistoriques aux formes futuristes. Et il aboutit, je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vous dirai pas, mais c'est dommage en même temps parce que du coup, je ne peux pas parler sur la base du truc que je voulais faire. Vous êtes sûr que vous ne pouvez pas voir la vidéo ? Il n'y a pas de réseau. Vous n'avez pas un Ethernet, rien ? Pas de câble non plus. C'est l'accès à YouTube qui est verrouillé. Et en tapant sur Internet, ça, vous ne pouvez pas la choper sur Twitter. Putain. Donc toutes les vidéos ne marcheront pas. Bon. Et ben, vous aurez les slides, allez chercher les vidéos parce que c'est vraiment édifiant.
de voir la représentation qu'on peut se faire d'une intelligence artificielle qui viendrait justement, en fait, l'idée... Bah, même ça, ça marche plus. Comme ça, ça c'est tout moi. C'est toujours sur moi que ça prend. Ah, ça y est. Alors, qu'est-ce que l'IA? J'ai fait exprès de mettre une main robotisée, justement, pour être un peu dans le fantasme de l'intelligence artificielle. Donc, dans la vidéo, vous verrez quand même jusqu'à quel point on peut aller, parce que quelque part, l'idée, c'est... dans toutes les fantasmagories, on voit l'intelligence artificielle qui finit par dominer l'homme. Vous pouvez aller voir la série Real Humans aussi, qui est très chouette là-dessus, qui est une série d'Europe du Nord. La nécessité de mettre un fin au fantasme, moi je l'ai suffisamment dit. Je vais faire un peu de lecture, parce que je trouve que ce texte-là, sur un bouquin de Luc Julia, que Virginie m'a conseillé d'ailleurs, est quand même assez symptomatique et édifiant. Tout est parti d'un immense malentendu. La genèse de l'intelligence artificielle se situe en 1956 lors de la fameuse conférence de Dartmouth, au cours de laquelle des scientifiques qui étudiaient la théorie des automates introduite par Alan Turing une vingtaine d'années auparavant se sont mis à penser qu'ils pouvaient créer dans les machines les mécanismes du cerveau humain. Les objectifs de la conférence étaient extrêmement ambitieux et avaient été formulés en ces termes avant qu'elle commence. Nous proposons, on est quand même en 56, donc on est fort. Nous proposons qu'une étude de 2 mois sur l'intelligence artificielle soit menée pendant l'été 1956 au Dartmouth College à Hanovre, New Hampshire. L'étude qui s'intéressera à chaque aspect de l'apprentissage et à toute autre caractéristique de l'intelligence décrira avec précision toutes les étapes qu'une machine pourra alors simuler. On tentera de trouver un moyen pour que les machines utilisent le langage, forment des abstractions, des concepts et résolvent des problèmes qui sont maintenant réservés aux humains. Nous pensons que des avancées significatives peuvent être réalisées sur un ou plusieurs de ces problèmes si un groupe de scientifiques soigneusement sélectionnés y travaille ensemble pendant tout l'été. Cette toute première apparition du terme « intelligence artificielle », mise au crédit de John McCarthy, l'un des organisateurs de la conférence et signataire de ce programme, a alors été acceptée par tous. Donc là, on est vraiment dans la genèse du terme « intelligence artificielle ». Elle a alors été acceptée par tous, mais les résultats du groupe de travail ont été bien loin des ambitions affichées. Car, j'ai fait une faute de frappe, s'ils ont permis de faire quelques progrès dans ce qui deviendra plus tard des XTEM experts, ils n'ont en rien terminé les étapes pour simuler l'intelligence artificielle, déterminer les étapes. L'emploi du terme « intelligence » pour cette discipline est de fait une vaste fumisterie, car il est basé sur des vœux pieux qui sont bien loin de la réalité. À méditer. Donc, en fait, on parle d'un truc qui, forcément, dans les termes, n'est pas forcément adapté. Donc, les caractéristiques fonctionnelles de l'IA, j'ai pris l'exemple d'IBM parce que je trouvais ça intéressant quand même vis-à-vis de cette société qui est un des leaders mondiaux, un des grands leaders mondiaux sur l'IA, qui nous précise qu'alors qu'un certain nombre de définitions de l'IA ont été proposées au cours des dernières décennies, John McCarthy avance la définition suivante dans cet article de 2004. Donc, ils font référence à cet homme-là, justement, qui était là en 1956. C'est la science et l'ingénierie de la fabrication de machines intelligentes, en particulier de programmes informatiques intelligents. Elle est liée à la tâche similaire qui consiste à utiliser des ordinateurs pour comprendre l'intelligence humaine, mais l'IA ne doit pas se limiter aux méthodes qui sont biologiquement observables. Donc, on essaye techniquement d'avoir des approches consensuelles sur qu'est-ce que pourrait être une intelligence artificielle, parce que nous, juristes, pour légiférer, pour édifier des normes sur un objet donné, il faut qu'on le définisse nécessairement. Si on ne le définit pas et si on ne s'accorde pas sur ce sur quoi on doit se prononcer pour mettre en place une réglementation, c'est juste impossible de le faire, tout simplement. Même si après, il y a de noires de batailles juridiques qui sont faites a posteriori quand les règlements et les propositions sont adoptés. On a une proposition de règlement qui a été mise en place au niveau de l'Union européenne, qui est encore en plein débat dans l'hémicycle au niveau de l'Union européenne. On a des échanges qui sont faits avec l'Assemblée
au niveau européen, donc encore pas définitivement fixé, mais la proposition de règlement viendra et sera probablement adoptée d'ici 1 à 2 ans, si tout va bien. Donc, pour la proposition de règlement, un système d'IA se réfère à des approches d'apprentissage automatique, y compris apprentissage supervisé, non supervisé, et par renforcement, utilisant une grande variété de méthodes, y compris d'apprentissage profond. Deep learning. Premier aspect de la définition. Deuxième, approche fondée sur la logique, les connaissances y compris les connaissances, y compris la représentation des connaissances, la programmation inductive, les bases de connaissances, les moteurs d'inférence, de déduction, le raisonnement et les systèmes experts. Ça, c'est la deuxième partie de la définition. Et enfin, les approches statistiques, estimation bayésienne et méthodes de recherche et d'optimisation. Voilà, aujourd'hui, au niveau européen et au niveau législatif, ce que l'on appréhende de l'intelligence artificielle. Tout ce qui rentrera dans ce cadre-là se verra appliquer une réglementation extrêmement stricte et délimitée, propre à l'IA. Et la proposition de règlement, c'est une proposition qui fait une centaine de pages, il y a des annexes. C'est un document extrêmement dense, mais qui a vocation à définir les règles que l'on devrait se voir appliquer à un système d'IA demain. Un souci là-dedans, c'est qu'au niveau européen, on cherche justement à mettre une super réglementation en place. On a une inflation législative qui est en train de monter. Vous avez peut-être entendu parler aussi du DMA, du DSA. On cherche à réglementer sur les comportements sur Internet, sur les GAFAM, le RGPD, donc le règlement de protection des données, parce que souvent on associe justement l'intelligence artificielle à la gestion des données. Parce qu'en IA, très souvent, sans parler exclusivement de ce que j'ai bien compris, on a besoin de beaucoup de données, de big data en fait, pour alimenter. L'éthique de l'IA, pour nous juristes, qu'est-ce que ça peut bien être? Alors, je vais vous faire un panel qui est plutôt macro-sociétal. Il s'avère qu'en réalité, en termes d'éthique en droit, on a 2 manifestations concrètes qui sont, d'une part, au niveau macro, finalement, les chartes de droits fondamentaux. Vous avez peut-être quand même entendu parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration française des droits de l'homme et de la Déclaration européenne des droits de l'homme. On en parlera après. Un enjeu ici, l'éthique, ce qui est important de mettre en lumière, c'est que on a des très grandes entreprises et multinationales aujourd'hui qui gouvernent passablement le monde, qui ont mis en place un comité d'éthique en réalité. The Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society. On a Amazon, on a Apple, on a IBM, on a Google, on a Mozilla, Samsung, j'en passe. Hein. Mais on a l'UNICEF aussi, qui a joint le groupe, Sony, Adobe, etc. Ça, c'est quelques noms. Ils ont monté une association, depuis quelques années maintenant, qui a vocation à réfléchir sur l'éthique. Ça vous alerte pas? Ça vous fait pas tilt quelque part de se dire que eux, là, qui sont créateurs de tant et tant de choses, tant et tant de provocations, pour nous, au niveau européen, typiquement, on a des violations au niveau des droits liés à la vie privée, on a des violations liées au respect de la personnalité et de l'intégrité des gens. Ces personnes-là ont monté une association de réflexion sur l'éthique. Moi, ça m'interroge. L'éthique en droit. Pour nous, effectivement, comme je vous disais, je vous fais le panel au niveau macro, c'est-à-dire l'éthique en droit, ce sont des références qui se retrouvent directement dans les textes fondamentaux au niveau européen, international et français, pour nous en l'occurrence. En revanche, il existe aussi une autre forme de pratique d'éthique qui, elle, est micro-sociétale, qui va notamment émerger dans les entreprises. Ça, je vous en parlerai plus tard. Mais dans les entreprises, on a la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle des chartes éthiques.
de la soft law. C'est du droit mou. C'est une façon de dire « Aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler pour le militaire. Aujourd'hui, je n'ai pas envie de construire un modèle et un système d'IA qui va être implémenté sur des drones tueurs. » Et vous, tout jeunes que vous êtes aujourd'hui, vous allez intégrer des entreprises qui potentiellement fourniront des systèmes d'IA qui seront implémentés sur des drones tueurs. Et peut-être que vous ne poserez pas de questions à ce moment-là et vous direz que vous avez une bonne place et que vous avez un bon salaire, donc tout va bien. Ce sera votre choix. Ce sera aussi le choix du consommateur qui achète ses vêtements produits au Bangladesh. Voilà. Sauf que vous pouvez aussi, et vous faites partie des gens qui peuvent se poser des questions et se dire « Aujourd'hui, je choisis. Je choisis d'avoir un travail qui soit en conformité avec des valeurs qui font sens pour moi et pour la société dans laquelle je vais vivre demain. Et si j'ai envie d'avoir des enfants, bah peut-être que j'ai envie de leur laisser un monde qui soit un petit peu moins pourri que celui qu'on leur laisse aujourd'hui. » Donc les droits fondamentaux, ils sont là. On a le droit à la dignité. La dignité humaine. C'est les droits que j'ai repris de la déclaration au niveau européen. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité de la personne. Donc finalement, le droit de se voir préserver à la fois son corps physique et son esprit. L'interdiction de la torture, c'est bête, hein, mais il a fallu l'écrire quand même. Hein. Interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants. Interdiction de l'esclavage ou du travail forcé. Le droit aux libertés. Ici, alors c'est tout petit, excusez-moi. Droit à la liberté et à la sûreté. Le respect de la vie privée et familiale. La protection des données à caractère personnel. Donc typiquement, effectivement, vous devez toujours cliquer sur j'accepte tous les cookies ou pas à chaque fois que vous allez sur un site internet. C'est à cause de nous, les juristes, qui embêtons tout le monde. Parce que ça veut dire que vous acceptez forcément les traceurs qui vont après vous envoyer vos pubs non, masculines ou pas. Le droit de se marier et le droit de fonder une famille. La liberté de pensée, de conscience et de religion. La liberté d'expression et d'information, la liberté de réunion et d'association, la liberté des arts et des sciences, le droit à l'éducation, la liberté professionnelle et le droit de travailler, liberté d'entreprise, droit de propriété, droit d'asile et protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition. Donc ça, ce sont toutes nos libertés au niveau européen. Et on les défend ardemment dans l'enceinte de l'Union européenne. Et plus on observe les médias, plus on voit les gaps et les écarts qui peuvent se creuser dans le monde au niveau du respect de ces libertés-là. Le droit à l'égalité, donc c'est là justement où on va typiquement rentrer en confrontation avec les biais algorithmiques qui vont faire qu'on va avoir des biais au niveau des recrutements. Donc l'égalité au niveau du recrutement, c'est typiquement une retranscription de ce type de droit. La non-discrimination, la diversité culturelle, religieuse et linguistique, l'égalité entre les hommes et les femmes, les droits de l'enfant, droits des personnes âgées, intégration des personnes handicapées. Ça, c'est intéressant de s'en rappeler parce que finalement, ici, on a une surprotection des personnes dites vulnérables en droit. Les personnes vulnérables ou fragiles sont particulièrement protégées, tout comme le consommateur d'ailleurs. Souvent, on dit que le consommateur est une personne fragile. Et par contre, voilà le grand absent. L'environnement, on ne l'a pas au niveau européen. C'est le parent pauvre qui devait être inclus notamment dans le projet de constitution pour l'Europe. Mais aujourd'hui, il est en reste, alors que nous, en droit français, on a intégré la Charte des droits de l'environnement dans le bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité, c'est vraiment une sphère de texte qui est au sommet des autres, qui va gouverner tous les textes descendants, quelque part, pour vous expliquer simplement. Et ce bloc de constitutionnalité nous permet d'intégrer les règles applicables au droit de l'environnement et à l'environnement.
Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire. Ici, on a vraiment une carence d'uniformisation sur la protection de l'environnement. Et un point majeur en matière de développement de l'IA. Avec un E, désolé pour les fautes. En fait, aujourd'hui, on travaille vraiment sur des questions liées à une IA de confiance. Je vous mets un bébé avec un ours, pourquoi ? Parce que typiquement, c'est l'image phare de l'innocence et de la caractérisation d'un objet à protéger. Et on ne veut pas d'une IA qui trahisse la confiance des utilisateurs et des développeurs, des intégrateurs. Pardon. Donc cette mise en valeur, elle a été mise en évidence, la protection des personnes et l'IA de confiance ont été mis en valeur par le livre blanc du 19 février 2020. L'Union européenne aujourd'hui parle d'une approche axée sur l'excellence et la confiance. J'avais une vidéo à vous montrer, mais on ne pourra pas. Et là, ça ne marche plus à nouveau. Ça fait bugger, ouais. Donc là, la vidéo, c'était pour vous montrer que justement, l'Union européenne met vraiment en évidence ces deux axes-là. L'excellence et la confiance. L'idée, c'est de s'approprier l'outil intelligence artificielle pour dire on a vraiment besoin de mettre en confiance les citoyens de manière à l'intégrer. Donc les outils d'une IA de confiance. Dans la proposition de règlement, on distingue l'IA faible, à faible risque, pardon, c'est justement pas l'IA faible et l'IA forte, mais l'IA à faible risque et l'IA à haut risque. Et pour ce qui est à faible risque, finalement, on va se dire que c'est de l'ordre de l'acceptable sans forcément avoir besoin d'une normalisation excessive avec une autorisation préalable nécessaire avant la mise sur le marché de l'intelligence artificielle en question. Et à haut risque, en revanche, là, on va se poser certaines questions en se disant est-ce qu'on va pouvoir mettre sur le marché une IA qui est capable d'écraser un piéton ? Certaines pratiques de l'IA particulièrement néfastes sont interdites en raison de leur caractère contraire aux valeurs de l'Union. Donc là, on est même au-delà d'une intelligence à haut risque. L'Union européenne a identifié des systèmes d'IA qui sont à un tel point dangereux et qui remettent à tel point en cause les valeurs de la société qu'elles ne peuvent être mises sur le marché. Tandis que les restrictions et garanties spécifiques sont proposées en ce qui concerne certaines utilisations de systèmes d'identification biométrique à distance à des fins répressives. Il comprend tous les systèmes d'IA dont l'utilisation est considérée comme inacceptable car contraire aux valeurs de l'Union, donc celles dont je vous parlais, par exemple en raison de violations des droits fondamentaux dont je vous avais parlé juste avant. La proposition établit une méthode solide d'évaluation du risque permettant de recenser des systèmes d'IA dits à haut risque, qui représentent des risques importants pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes. Les systèmes d'IA en question devront satisfaire à un ensemble d'exigences obligatoires horizontales, garantissant une IA digne de confiance et en faire l'objet de procédures d'évaluation de la conformité avant de pouvoir être mis sur le marché de l'Union. Donc si vous voulez ici, on a mis en place un système un peu similaire à celui des médicaments. Je fais souvent cette allusion-là, puisque pour mettre un médicament sur le marché, il est hyper contrôlé, en théorie, en effaçant un petit peu les histoires de scandale du médiateur, par exemple. Si vous voulez, quand vous souhaitez mettre un médicament sur le marché, il y a forcément une posologie, il va y avoir des effets indésirables, et il va y avoir des autorisations nécessaires avant de pouvoir arriver à ces stades-là. Et ces autorisations nécessaires, elles sont du même ordre pour l'intelligence artificielle. Quand on identifie une IA qui va avoir un risque extrêmement important et un impact pour la vie des gens, pour la sélection,
dans le cadre d'une remise en question finalement des valeurs fondamentales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, on va mettre tout en place tout un système d'accréditation avec des dossiers extrêmement complexes à monter, de manière à prouver que le système d'intelligence artificielle est conforme aux droits fondamentaux et aux valeurs auxquelles on appartient et que l'on doit défendre au niveau européen notamment. C'est fondamental en réalité. Pourquoi c'est fondamental ? Parce que si demain, on veut utiliser une intelligence artificielle, on doit être en confiance. Quand vous prenez un médicament, vous prenez un Doliprane, vous êtes en confiance. Vous ne vous dites pas que le truc va vous faire du mal, ou vous allez l'intégrer, ou vous allez mourir. Donc là, typiquement, pour les IA qu'on désigne comme étant interdites, il n'y a même plus de débat. À partir du moment où elles appartiennent à ça, à cette catégorie-là, on les exclut. Celles qui exploitent des techniques, j'arrive plus à parler, subliminales. Donc on s'interroge encore en droit ce que veut dire subliminal. Le terme n'est pas évident en réalité. Donc le caractère subliminal, ça va être souvent le visuel que l'on n'intègre pas au niveau conscient, donc qui va atteindre des zones du subconscient. L'exploitation des personnes fragiles, ce que je vous disais tout à l'heure, on surprotège les enfants, on surprotège les personnes âgées, et on va aussi bien évidemment surprotéger les handicapés. Le scoring social, je ne sais pas si ça vous parle, mais le scoring social, typiquement, ça va être le fait, à l'instar justement des Chinois, c'est d'accorder un niveau de citoyenneté quelque part. Vous pouvez avoir 10 sur 10 si vous marchez bien sur le passage piéton et pas à côté. Si vous faites vos courses aux heures imparties, si vous portez le masque et que vous vous faites vacciner, etc., etc. La Chine est très forte pour ça. Chez nous, c'est interdit. Encore. Je croise les doigts. Et l'identification biométrique en temps réel dans les espaces publics à des fins répressives, ça aussi, c'est interdit. Donc, quelque part, on peut quand même se féliciter d'avoir des personnes qui élaborent un texte, qui travaillent sur l'élaboration d'une législation européenne qui nous préserve de ça. Donc on a beau dire qu'on est parfois en danger, où les médias nous disent on va être espionné, on a quand même des garde-fous et on pousse les murs justement pour que les technologies aujourd'hui ne viennent pas contrevenir aux droits fondamentaux qui nous appartiennent à tous dès notre naissance en Europe. En revanche, j'ai bien dit en Europe. Il est très complexe en réalité de définir une éthique, j'ai envie de dire juridique, au niveau international de manière uniforme. J'ai pas la vidéo, c'est bien dommage. Je voulais vous mettre en évidence le problème de l'universalité. Dans cette vidéo, on a un gendarme chinois extrêmement fier qui montre son quotidien et l'intégration des nouvelles technologies dans l'accomplissement de ses tâches au quotidien avec son équipe. Et la musique est parfaite et le monde est merveilleux. Ce sont des forces de l'ordre qui symbolisent la sécurité au sein du pays. Et toutes les équipes sont rassemblées ici pour dire à quel point les nouvelles technologies, la reconnaissance faciale, les moteurs d'inférence, toutes l'implémentation des systèmes d'IA qui sont liés à la reconnaissance et au traitement des données vidéo, notamment dans tous les espaces publics, sont fabuleux. La Chine est vraiment très avant-gardiste au niveau de l'intelligence artificielle. Je ne me fais pas contredire. Ils sont vraiment dans la course très très loin. Et si vous voulez, l'idée ici, c'est la sécurité. Alors souvent, en droit, on a le fameux débat entre la sécurité et la liberté. Il faut toujours trancher entre les deux. Mais en général, si la sécurité grossit, c'est aux dépens de la liberté et inversement.
Donc là, l'État chinois se targue réellement d'avoir mis tous les systèmes en place et continue de développer ces systèmes-là pour assurer zéro criminalité au sein du pays. Une sécurité absolue. C'est un choix. C'est un choix culturel, certainement. Et d'où la difficulté de définir universellement la question de l'éthique et des droits fondamentaux. Cette difficulté a été pointée d'ailleurs par une intervenante qui est venue, Madame Tessier, au sein de la chaire de Grenoble, qui a travaillé directement dans l'élaboration du texte de l'UNESCO sur justement l'intelligence artificielle et l'éthique. Et elle nous manifestait la difficulté au niveau international de dire quelle est l'éthique au niveau international liée à l'intelligence artificielle. C'est extrêmement compliqué. En revanche, je veux mettre un petit point positif quand même si on pourra débattre autrement plus tard, c'est que les États-Unis ont largement avancé aussi sur la question et ont mis en place des systèmes de contrôle. Il y a des systèmes déviants qui utilisent l'intelligence artificielle au sein de certains États au niveau des États-Unis. En revanche, on voit de plus en plus, et ça c'est intéressant, des États, alors c'est des États un peu pris à part, mais qui commencent à légiférer sur le fait d'interdire l'utilisation de l'intelligence artificielle, justement, en contradiction avec certains droits et libertés fondamentaux. C'est un point positif qu'on n'a pas l'habitude de voir au niveau des States. Je voulais vous parler de la question de la proactivité des acteurs économiques, justement parce que vous allez faire partie de ces acteurs économiques que sont les grandes entreprises, ou des PME, peu importe. Mais je reste convaincue que si on peut faire changer les choses, c'est aussi par les acteurs économiques. Si chacun décide de définir certaines valeurs dans le cadre de l'activité que l'on déploie au niveau des entreprises, on peut faire avancer les choses aussi. Et c'est ce qu'on appelle aussi, d'ailleurs, la proactivité, elle se manifeste dans l'accountability. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais c'est un principe qui est présent dans le respect des données personnelles des personnes physiques et qui est aussi présent, et là, autre point positif au niveau des US, sur l'acte qu'ils veulent mettre en place, justement, associé à l'IA. Et la compliance. J'ai rencontré un start-upper il y a 3 semaines de ça qui m'a dit « J'ai mis une charte éthique en place dans mon entreprise. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. C'est sur son site internet. » Il a mis 2 ans à l'élaborer avec son comité de direction. 2 ans, ils ont travaillé sur cette charte et ils ont défini ensemble leurs valeurs. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de se dire que dans la sphère privée et dans certains groupes sociaux, on peut justement faire cet effort aussi de définir quelles sont nos valeurs que l'on veut défendre et dans quel domaine on n'a pas envie d'aller. Justement, lui, typiquement, le domaine militaire est complètement exclu de l'activité de l'entreprise. Et vaste domaine d'application ici, ce que je vous disais tout à l'heure en préambule. L'IA est partout. La santé. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette machine. La machine de Sarko, c'est une machine qui a été élaborée aux États-Unis. C'est une machine qui a été mise en place dans le cadre de l'euthanasie active. Donc, les personnes qui rentrent dedans sont des personnes passablement malades, de maladies incurables. Elles ont un système d'IA qui leur pose des questions et qui leur demande en fait tout un tas de choses. Et ça permet au système, en tout cas, visiblement, de détecter si la personne est pleinement consciente ou pas, et pleinement consentante ou pas, à mettre fin à ses jours. Alors, cette machine-là, elle pose beaucoup de questions parce que déjà, effectivement, il faut être sûr
qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement dans l'attribution du gaz létal une fois que ça a été choisi. Mais surtout, elle pose question par rapport au médical. Je lisais un article dans lequel justement on parlait de cette machine-là et on expliquait que la médecin expliquait que c'était un soulagement énorme pour les médecins parce que quelque part la personne choisissait elle-même de s'attribuer un gaz létal et mourir indépendamment de elle, son rôle de médecin, de dire là, je vais prendre la décision de le faire parce que je juge que la personne est suffisamment consciente et qu'elle a vraiment fait un choix libre et éclairé. Comme on dit en droit, c'est le choix libre et éclairé qui fonde la décision. Et de manière générale, dans le médical, on se pose la question de l'OAD, de l'outil d'aide à la décision. L'outil à l'aide à la décision, justement, dans les nouvelles technologies, c'est de se dire, on a un professionnel aujourd'hui, il va prendre une décision en fonction notamment de l'appui que va lui apporter la machine. En tout cas, la machine, le résultat donné par les algos quand ils vont évaluer une situation. En matière éthique, ça pose aussi énormément de questions, puisque quand on voit certains tests, notamment psycho, on se rend compte que quand on a une IA qui donne un résultat, les médecins le suivent à entre 80 et 90%. Donc, est-ce que c'est vraiment un outil d'aide à la décision, là ? Ou est-ce qu'on n'a pas justement un corps médical qui sera littéralement influencé par les résultats qui seront fournis par une IA ? Et on en revient aux risques posés par la programmation et par les biais qui peuvent être intégrés dans le système d'IA. J'avais une autre vidéo, mais celle-là, vous irez la voir assez facilement, puisque c'est les tests la vidéo qui a été mise en place, qui a été communiquée par Tesla pour la détection des objets dans le cadre de la circulation routière. La surveillance, bien sûr. Là, je voulais quand même vous citer un exemple qui m'a fait beaucoup rire, jaune. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fait que la ville de Nice avait mis en place des systèmes de reconnaissance faciale avec des caméras dans les rues. Ça ne vous parle pas? Ok. Ça vous choquerait ou pas d'avoir des caméras partout dans les rues qui reconnaissent vos visages? Non, ça ne vous choque pas? Ça dépend ce qu'on en fait, hein, surtout. Mais ici, en fait, le maire de Nice s'est vu refuser l'utilisation du système de reconnaissance faciale. Donc, quand on vous ferme la porte, on passe par la fenêtre. Et c'est ce qu'il a fait. Il a, du coup, contrairement à la reconnaissance faciale, il a intégré un nouveau système basé sur un logiciel et développé par la société canadienne Avigilon. Le système permet, via des caméras, de rechercher une personne en fonction de plusieurs critères. La tenue vestimentaire, les données corporelles, l'âge, la taille, sans avoir recours aux techniques de reconnaissance faciale. Donc, un super algo à la Google en disant, voilà, par recoupement de données, si on ne peut pas reconnaître la personne avec son visage, on va se débrouiller autrement. On va la reconnaître, mais par ses vêtements, Alors, c'est sûr que si vous donnez toutes vos données et vos habitudes sur Internet, c'est encore plus facile. D'identification. Voilà. Vous irez voir aussi sur... Et dans la banque, on l'a cité aussi sur l'évaluation des dossiers, la solvabilité potentielle des emprunteurs. Là, l'intelligence artificielle peut aussi intervenir avec des risques assez colossaux de discrimination, puisque si vous êtes blanc, que vous êtes cadre, que vous êtes issu d'une famille bien notoire, vous aurez effectivement beaucoup plus de facilité à emprunter que si vous avez des origines étrangères, etc., etc. Bref. Et dans les réseaux sociaux, il y a un truc assez génial aussi qui s'appelle le beauty scoring, où là, vous allez aussi avoir des systèmes mis en place pour reconnaître et évaluer si vous êtes beau ou belle. Voilà. Si vous êtes moche, éventuellement, vous n'aurez même pas le droit de publier une photo. Mais par contre, on pourra vous dire, et ça c'est formidable, que vous pouvez aller voir telle société qui peut vous vendre une super prestation de chirurgie esthétique afin de correspondre aux items sociaux de la beauté et aux préconisations liées à ce que vous devriez faire
pour enfin être beau ou belle. Je rigole pas, c'est vrai. C'est Coves notamment qui fait de la super pub sur les réseaux sociaux chinois et qui vend ses prestations en identifiant sur votre visage ce qui ne va pas. Alors si vous voulez, vos pommettes elles tombent un peu, vos yeux ils sont un peu petits, mais on peut faire quelque chose pour vous, rassurez-vous. Voilà. Donc à vous de prendre les distances que vous voulez par rapport à tout ça et utiliser justement ces outils comme vous voulez.